débat de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Soyez les bienvenus sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h pour cette dernière du mois de juillet. Vous connaissez la règle désormais, c'est le 0826 300 300 avec à partir de 12h30 un entretien exceptionnel avec Vincent Laforge qui sera mené par Joseph Ruiz. C'est un médecin urgentiste qui pendant plus de 40 ans a travaillé au SMUR de Marseille et qui a écrit ce livre Du sang sur les mains. Il a passé 40 ans à arpenter donc les trottoirs de Marseille, ses escaliers, ses cités. Il a vu naître, mourir, souffrir la plupart de la population là-bas et dans un livre, il décide de se confier, de raconter ce qu'il a vu en 40 ans d'expérience, en 40 ans de carrière. Et ça, ce sera avec le camarade Joseph Ruiz à partir de 12h30. Mais à présent, vous en avez l'habitude, pendant une demi-heure, on vous écoute, on vous ouvre l'antenne sur Sud Radio 0826 300 300, que ce soit dans le Var, que ce soit du côté de la Gironde. Vous êtes en train d'évacuer un village, vous êtes en train de revenir chez vous, vous êtes un professionnel, vous avez des difficultés, vous êtes un pompier, vous êtes un maire, vous avez envie de témoigner, de raconter, de nous interpeller, de passer un appel. Eh bien, ça tombe bien, l'antenne de Sud Radio est faite pour ça. 0826 300 300. Bonjour Marine. Oui, bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Vous faites partie, Marine, des habitantes du Porge, c'est ça ? Exactement, et je tiens tout d'abord à vous remercier de nous permettre de nous exprimer sur Sud Radio. Merci Maxime. Mais c'est totalement normal, sachant que ça fait quand même plusieurs jours là qu'on se focalise énormément sur la commune du Porge. D'abord parce qu'il y a eu ces critiques venant des habitants qui semblaient être légitimes avec ces pompiers, alors que le feu s'apprêtait à dévorer le Porge, missionné pour davantage protéger le Cap Ferré. On verra ce qu'il en est. Mais il y a aussi eu, et ça on l'a appris il y a quelques heures simplement, un collectif de citoyens qui a décidé de mener une action en justice contre l'État. C'est ça, Marine ? Exactement. Alors je tiens à préciser que les habitants du Porge n'attaquent absolument pas les pompiers. Au contraire, on les remercie pour tout ce qu'ils ont fait, on les soutient. On remercie également profondément tous les agriculteurs, la DFCI, ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré aux côtés des pompiers. Et on n'attaque absolument pas les pompiers, on demande juste à l'État de nous donner des explications sur ce qui s'est passé, puisqu'effectivement... Alors qu'est-ce qui s'est passé, Marine ? Racontez, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui tombent là actuellement sur votre témoignage. Vous êtes une habitante du Porge et vous avez décidé de mener une action en justice contre l'État. Expliquez pourquoi concrètement. Voilà, donc en fait, si vous voulez, ce collectif, il va nous permettre déjà de nous soutenir, de nous entraider dans cette épreuve, parce que beaucoup n'ont pas eu la chance que j'ai moi d'avoir pu conserver mon domicile. Beaucoup de mes voisins ont tout perdu. Donc nous, déjà, notre objectif, c'est de nous entraider et d'obtenir des réponses claires par rapport aux dysfonctionnements qui ont eu lieu. Pour vous expliquer, puisqu'on a été vraiment au cœur de l'incendie et on entend beaucoup de choses à droite à gauche et ce n'est pas le sujet. Moi, je voudrais vous apporter un témoignage de fond sur ce qui s'est réellement passé. Alors allez-y, Marine, racontez. On a plusieurs problèmes. C'est que premièrement, l'alarme incendie de la commune qui sonne tous les premiers mercredis du mois n'a jamais fonctionné. Donc on voudrait qu'on nous explique pourquoi cette alarme n'a pas fonctionné. Faire des essais, c'est bien, mais si au moment de l'incendie, ça sonne pas, il y a quand même un gros problème pour les évacuations. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'au moment de l'alerte pour évacuer, il n'y a eu absolument aucune alarme ou aucun message clair. Comment vous avez pu évacuer ? On n'a eu aucune alerte justement. Donc après, la deuxième chose, c'est l'alerte SMS de la préfecture. Nous l'avons reçue le vendredi 24 juillet à 16h30, alors que le feu a démarré le mercredi 22 juillet. Donc nous n'avons jamais été évacués en dehors de l'avenue du bassin, donc qui donne entre le Porge et l'Ège. A priori, les habitants de cette avenue ont été évacués par la police le mercredi en fin de journée. Moi, je n'étais pas là, j'étais dans mon magasin à ce moment-là. Il y a uniquement un quartier qui a été évacué le mercredi en fin de journée. Et à partir de là, plus rien. Donc pas d'alarme, incendie, pas d'SMS de la préfecture. Aucun ordre d'évacuation, ni des gendarmes, ni de la police. Moi, j'ai pu regagner mon domicile jeudi avec un camion de CRS qui était posté sur le rond-point au bout de mon chemin privatif. Donc, je me suis sentie en sécurité. Je vois ce camion de CRS, je me dis s'il y a quoi que ce soit, ils vont venir nous évacuer. Et je me suis couchée. Mon fils arrosait les braises dans le jardin qui tombait pour éviter que notre maison brûle. Là, il a vu le feu avancer. Il est reparti au bout du chemin et il n'y avait plus de gendarmes. Donc en fait, on nous a laissés dans nos maisons. Nous, on se pensait en sécurité. On nous laisse rentrer chez nous le jeudi soir. Alors attendez qu'on comprenne, Marine, aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Globalement, vous étiez en train de revenir chez vous avec quand même un contexte autour qui n'était pas folichon, parce que vous sentiez bien que l'incendie était en train de se rapprocher. Et alors que vous apercevez sur votre chemin
peut-être pas des pompiers qui étaient occupés à faire autre chose, mais des policiers, vous vous dites, bah tiens, ils sont là pour surveiller l'évolution de l'incendie et nous évacuer en temps et en heure. Et au final, Exactement. pas du tout, c'est ça? Et donc moi j'ai pensé que le feu était parti dans un autre endroit et que nous étions en sécurité, puisque à aucun moment ils nous ont dit ne rentrez pas dans vos habitations, il y a un ordre d'évacuation. Jamais on nous a dit il y a un ordre d'évacuer, donc on est rentré chez nous. C'est-à-dire que même à ce moment-là, quand vous racontez la rencontre avec le camion de CRS Marine, à aucun moment quand vous échangez avec eux, les CRS vous disent bon, ma petite dame, c'est très sympathique, mais faites vos affaires et tirez-vous parce qu'il y aura un ordre d'évacuation. Il n'y a eu aucun échange, c'est-à-dire qu'ils nous ont vu rentrer chez nous et il n'y a eu aucun échange. À aucun moment ils nous ont dit vous ne devriez pas être là, puisque nous on était dans un secteur opposé de la ville et je pense que pour eux le feu était petit. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils se sont imaginés. Nous on a pensé qu'il n'y avait pas de danger puisqu'on nous a laissé rentrer chez nous. Et puis mon fils à 1h du matin, voyant les flammes avancer, a commencé à courir au bout du chemin pour aller rencontrer ses CRS qui n'étaient plus là. Et là il a été alerté par un voisin qui courait en survêtement avec un masque et qui essayait d'évacuer les gens du village. Donc en réalité, qu'on comprenne bien Marine, parce que ça fait aussi partie des nombreux témoignages qu'on reçoit depuis quelques temps, en réalité c'est que vous, la commune du Porge, à part les quelques pompiers à un moment qui sont restés sur place, vous avez dû vous débrouiller tout seul. En fait, vous étiez en autonomie pratiquement là. On était totalement en autonomie. On n'a eu aucune alerte, aucune évacuation, ni par alarme, ni par alerte SMS, ni par la présence des gendarmes ou des policiers. Et en fait, c'est entre voisins qu'on s'est entraidés et qu'on s'est réveillés les uns les autres et qu'on a effectué un convoi pour partir au milieu des flammes. Donc je peux vous dire que c'est quelque chose que je ne souhaite à personne, parce que quand vous êtes avec vos enfants en train de traverser les flammes avec des maisons, des voitures qui brûlent des arbres et que vous ne savez pas où aller et que vous n'avez aucune instruction et personne pour vous indiquer quoi faire. Après, on ne fait absolument pas de reproches aux pompiers. Ils se sont battus comme ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Mais après, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas eu plus de renforts de pompiers des communes alentours. Pourquoi apparemment ils ont dû partir, parce que c'est les indications qu'on a eues. Moi, je les ai pas vus, des pompiers. Je n'ai pas vu ni gendarmes, ni policiers, ni pompiers. Je ne dis pas qu'ils nous ont abandonnés. Ils ont eu certainement des ordres. Mais j'aimerais comprendre pourquoi ils n'étaient pas là. Donc c'est le but, vous, de cette plainte contre l'État, Marine, avec le collectif d'habitants auquel vous appartenez, c'est d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer là ces derniers jours du côté du Porge pour que il n'y ait pas de pompiers, pas de CRS et que, comme le disent certains, y compris parmi les pompiers, qu'ils aient reçu apparemment des ordres d'évacuer pour protéger le Cap Ferret, c'est ça ? Alors ça, moi, je veux pas rentrer dans cette polémique, si vous voulez. Non, mais ça fait partie, je veux dire, d'ensemble des polémiques sur lesquelles vous, par cette plainte, vous espérez avoir des réponses dans ce sens-là. Voilà. Dans tous les cas, moi, je ne veux pas polémiquer. C'est pas moi qui ai la réponse de savoir pourquoi ils sont partis ou non. Certains disent qu'ils n'ont pas pu se battre plus que ça. Je ne sais pas. Moi, les réponses, je les ai pas. C'est à l'État de nous les donner. La seule chose que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, on a un village avec 187 maisons qui ont brûlé. On n'a plus d'école. Ça va être très long de reconstruire. Il y a énormément de sinistrés, des gens qui ont tout perdu, leur logement, leur vie, leurs souvenirs, leur activité professionnelle, et qu'en fait notre village a été abandonné, même si les pompiers ont fait ce qu'ils ont pu au départ. Par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est des agriculteurs, des bénévoles, des gens de la BFTI qui luttaient contre les flammes avec manque d'équipement certains et qui ont fait ce qu'on peut au péril de leur vie aussi, et qu'on a été vraiment accompagnés par tous ces gens et je tiens à les remercier. La seule chose, c'est que pour le reste, on aimerait des réponses claires sur l'abandon de l'État, puisqu'on a été réellement abandonné. Les raisons, je ne les connais pas. Et qu'avec l'aide du collectif et de notre avocat, maître Sylvain Galina, on aimerait mettre la lumière là-dessus. Et surtout le but, c'est que plus personne ne se retrouve dans la situation que nous avons eue. Vous l'avez évoqué, notamment une traversée des flammes et autres qui est excessivement compliquée. Merci beaucoup, Marine, d'avoir été avec nous et d'avoir pris le temps de témoigner sur l'antenne de Sud Radio pour cette initiative de porter plainte via un collectif contre l'État, et avec la situation que vous nous décrivez, c'est plutôt logique en effet que quelques questions se bousculent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. 0826 300 300 alors qu'il est 12h sur Sud Radio. On vous retrouve, Cédric, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio, Cédric. Vous êtes traiteur réunionnais et vous faites partie justement de ce magnifique élan de solidarité nationale qu'on voit absolument partout, et vous faites partie de ceux qui visiblement travaillent dans la restauration et qui apportaient des repas, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et justement, j'ai commencé d'ailleurs au Porge, la veille de l'évacuation du Porge. On a commencé par apporter une centaine de repas pour les bénévoles et les pompiers. Et le soir même, on nous a demandé de partir en urgence parce que le lendemain, le soir même, le Porge a été évacué, pardon.
Et le lendemain, ça brûlait, quoi. Donc voilà. Et du coup, on est arrivé après à Sainte-Hélène pour continuer notre action, qui est un poste de commandement qui est posé là-bas à Sainte-Hélène. Et du coup, nous continuons chaque jour, à part ce week-end, nous continuons donc à faire à manger pour aider un petit peu à notre manière les différentes personnes qui gravitent autour de ce drame. Et ça veut dire que vous êtes concentré sur quoi? Sur plutôt les pompiers, ou est-ce que vous êtes concentré sur les personnes évacuées qui étaient notamment rassemblées dans certains points? Comment vous êtes réparti la chose, vous, Cédric? Alors là où nous sommes, nous, c'est le point de commandement. Donc du coup, il y a des bénévoles. En fait, le Sainte-Hélène avait été évacué, en fait. Donc du coup, la semaine où on a fait à manger là-bas, il y avait uniquement les quelques bénévoles qui étaient là, ainsi que les pompiers, et c'est eux qui nous avons nourris en priorité, puisqu'il n'y avait pas de personnes sinistrées, puisque la ville avait été évacuée. Voilà, depuis hier, les gens ont pu réintégrer leur ville, leur village, voilà. Mais sinon, voilà, pour les jours précédents, en tout cas, c'était exclusivement les personnes qui aidaient à ce que ce feu s'éteigne. Et comment ça s'est passé, même pour vous, parce que j'imagine que vous travaillez un peu gratuitement. Quels sont les retours que vous avez? Comment vous êtes organisé avec votre équipe? C'est pas trop de pertes? Enfin, je veux dire, la solidarité, c'est formidable, mais comment vous avez réussi à provoquer tout ça? Parce que certes, on donne la parole à tous ceux qui prennent cette initiative, mais il y en a aussi beaucoup qui l'ont pas prise. Racontez-nous. Alors du coup, je l'ai fait de manière spontanée sur la trésorerie que j'avais, puisque du coup, ne pouvant pas travailler, parce qu'on fait quand même pas mal de marchés nocturnes, de marchés gourmands, donc on avait de la marchandise, et du coup, cette marchandise-là, on l'a mise au service des pompiers de l'action que nous avons menée. Et par la suite, en fait, j'ai dans mon entourage des amis qui ont mis une cagnotte en ligne, en fait, pour faire un appel aux dons, pour permettre qu'on continue notre action. Et du coup, ça a permis vraiment, ça a fait complètement levier, en fait. Donc les dons sont arrivés, ce qui nous a permis, nous, d'augmenter les volumes, de servir entre 400, 500, voire 600 repas jour. Vous êtes devenu une petite cantine, là, Cédric. Ah oui. Il faut changer d'échelle, Cédric. Là, c'est fini l'échelle locale. Faut penser plus grand, faut penser région, faut penser France, faut penser planète et Europe, Cédric. Mais en fait, c'était tellement challengeant que derrière, on ne s'est pas posé la question. On a fait des courses en volume. On a aussi eu des dons par des banques alimentaires, des choses comme ça. Donc en fait, le tout mis bout à bout, on se retrouvait avec un gros volume de marchandises. Donc du coup, on s'est dit, on y va, on fonce, on cuisine. Donc en fait, on cuisine toute la journée sur le site pour permettre de répondre un petit peu à la demande, parce que les pompiers mangeaient le midi et le soir, et du coup, il y avait même une navette qui se permettait on conditionnait en fait nos plats en boc avec des couvercles pour que ce soit amené justement sur place, parce que les pompiers ne rentraient pas. Et l'expérience humaine aussi, Cédric, quand même, doit être quelque chose de très singulier. Là, l'échange avec les pompiers, surtout après des heures et des heures à combattre le feu, même avec les habitants, avec ceux qui sont évacués. Là, on parle pas uniquement d'une initiative gastronomique. Je veux dire, même j'imagine humainement, vous avez dû faire des rencontres, vous avez dû avoir des témoignages, vous avez dû avoir des discussions, j'imagine, très fortes. Exactement, excusez-moi, t'as même un peu... Mais je vous en prie, Cédric. Surtout quand on a passé autant de temps mais je vous en prie, une fois plus, Cédric, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle la vie. Il y a plus grave. Et on sent à quel point l'investissement, avec l'énergie que vous dégagez ici à l'antenne, on sent que c'est un investissement de chaque minute. Et une fois plus, j'en ai fait une blague, mais quand vous évoquez cette quantité industrielle de repas que vous faites, on sent que, factuellement, ça a été un changement assez hallucinant. Tout à fait. Et du coup... Hier, il y a quelques casernes qui ont été relevées, donc qui partaient, ils sont venus nous voir, on a fait des photos ensemble, on a fait quelques photos ensemble pour marquer le coup, parce que humainement, ce qui s'est passé, je pense que personne n'était prêt à vivre ça, que ce soit sur l'amplitude du drame à travers le feu. Je pense à mes amis porgers également, parce que nous, nos marchés nocturnes étaient faits aussi aux Porges, en fait. Leur village a brûlé. Leur village a brûlé, et ils se retrouvent formés aujourd'hui, et ça m'a pas laissé indifférent. Moi, j'ai la chance quand même d'avoir mon toit. Au-delà de l'action qu'on a menée, si vous voulez, moi, je rentrais chez moi le soir. Je retrouvais mon chez moi, et si vous voulez, je me devais de participer à ma manière, donc pour répondre à ça. Mais l'expérience humaine a complètement dépassé ce côté, comme vous dites, gastronomique, où on servait du curry poulet. Les pompiers sont venus, nous ont fait des retours de fous. Ils ont sur les réseaux sociaux, ça a été un vrai engouement aussi de leur part. Ils n'ont cessé de nous remercier du fait de pouvoir manger des plats chauds, du curry poulet, du rogaille saucisse. C'est ça. Alors, Cédric, moi j'allais poser ensuite les vraies questions, parce que c'est très sympathique l'émotion, mais traiteur réunionnais, qu'est-ce que vous nous faites de bon là? Par exemple, j'ai la dalle, je viens chez vous, qu'est-ce que je viens manger? Alors, au départ, en temps normal, on fait des samoussas, on fait des bouchons pork baba.
Voilà, et après en repas on propose souvent ou du rougail saucisse ou du curry poulet, voire même du sauté de crevettes aux légumes, un plat qu'on a réussi à proposer aussi là-bas sur le point de commandement à Sainte-Hélène. Voilà. Cédric, est-ce que je peux me permettre un propos risqué avec vous là à l'antenne? Oui. Cédric, oui, allez-y. Je pense que le rougail saucisse est l'un des plats les plus sous-cotés de ce pays. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on est amené à faire un rougail saucisse, en général, ça, c'est très apprécié, et en général, même les pompiers, là, on l'a fait 2 fois sur la semaine, waouh, et on a eu un retour très positif, et même à l'année, quand on le fait sur nos points de vente, sur nos marchés, je vous avoue que c'est un plat qui est à la cote, oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas même plaider à l'occasion? L'autre jour, avec des camarades de la rédaction que je ne citerai pas, mais Antoine et Albin, on s'était intéressé au classement gastronomique des Français. Bon, alors, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement faire une grande action? On pourra en parler hors antenne, pour peut-être que le rougail saucisse remonte dans ce classement. Parce que moi, je n'accepte pas à titre personnel que la raclette soit l'un des plats favoris des Français. Je vous le dis, Cédric, je vous le dis. Est-ce qu'on ne veut pas engager une remontada, vous et moi? Écoutez, pour justement remettre un peu de peps et d'énergie au travers de tout ce qu'on vient de traverser, ce serait une excellente idée, ou alors voir dans quels critères on peut rentrer le rougail saucisse au patrimoine de l'UNESCO. Mais j'adore l'idée. Mais Cédric, voilà, vous avez entièrement raison. Ouais. Vous avez entièrement raison. Moi, je suis pour ce type d'action. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cédric. Et je vous dis encore un dernier mot, Cédric. On a de la chance de vous avoir. Merci encore pour tout ce que vous faites, sincèrement. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Et on arrive aussi pour on n'a pas besoin des incendies, nous, on arrivera à tester le rougail saucisse là dans les prochaines semaines sans trop de difficultés. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Il est 12h19. On poursuit la conversation. On sera notamment avec Jérôme, qui a entendu tout à l'heure son collègue Mathieu. Ça fait partie des personnes, des habitants qui regagnent leur commune, mais qui ont décidé de former, si vous voulez, des petites brigades, parce que même au plus profond quand même des événements pénibles de ce pays, eh bien il y en a qui volent les camions de pompiers, qui volent les tenues, tout ça pour faire du pillage, tout ça pour faire du cambriolage, tout ça pour voler. Eh bien, ça fait partie aussi des choses à gérer dont on ne parle peut-être pas assez, et à qui nous, ici sur Sud Radio, on a eu envie de donner la parole. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Il est 12h22 sur Sud Radio, 0826 300 300. Vous le savez, depuis les événements du côté de la Gironde, ces incendies qui ravagent cette partie du pays, avec bien sûr d'abord la stupeur, la stupéfaction, la situation qu'on devait suivre. Il y a maintenant les conséquences, avec des communes qui d'une certaine manière rouvrent leurs portes, des conséquences économiques. On en a parlé ici sur Sud Radio. Et puis il y a aussi les conséquences, c'est toujours étonnant dans ce type de circonstances, mais oui, sécuritaires parce qu'il y a des communes qui ont été ravagées par les incendies, qui aujourd'hui se font piller, se font cambrioler. Et c'est pour ça que certains habitants ont décidé de se réunir sous forme de brigade. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. On va lui poser la question. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. On a eu l'un de vos camarades, si je peux le dire ainsi tout à l'heure, Mathieu. Oui. Vous, c'est vrai que vous êtes aussi sur la commune du Porge, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, donc Mathieu est mon ami. Nous avons pris l'initiative avec de nombreux Porgers à préserver les maisons qui sont restées debout, car nous avons eu plusieurs vagues de pilleurs, si je peux dire, des pilleurs qui venaient en repérage et qui ont essayé de rentrer dans nos maisons. Vous avez été témoin de ça, Jérôme, mais avec la situation assez apocalyptique en réalité, c'est pour ça que je vous pose des questions qui peuvent vous sembler totalement bêtes et naïves, mais on a du mal à imaginer que pendant que tout le monde crame, il y ait 3-4 qui restent pour essayer de piller les maisons. Vous, c'est sur le retour, c'est en pleine nuit. À quel moment vous avez aperçu les rôdeurs et les pilleurs ? Alors on en a eu en plein jour et en pleine nuit. Il y en a eu qui ont été très osés, qui sont venus essayer de se faire passer pour des pompiers, des porgers pour aider. Ils se baladaient avec des cuves noires pour charger les marchandises qui prenaient dans les maisons. Donc voilà. Bon, il y a eu beaucoup d'interpellations. La gendarmerie au départ les dispositifs n'étaient pas en place. Là, ils sont arrivés depuis deux nuits, ce qui nous rassure un petit peu quand même. Mais les premiers temps, non, il n'y avait personne. On était seuls